Alors aujourd'hui, Yann et moi, on se livre à vous, on s'ouvre carrément, on évoque des éléments marquants qui sont liés à notre expérience professionnelle. Et ces éléments-là ont chamboulé complètement notre façon de voir la vie, à la fois personnelle et professionnelle. Bon épisode! Chaque semaine, on explore un aspect concret de notre vie au bureau. Alors rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Bayette. Du coup, Agathe, Oui, Yann. est-ce que pour toi, il y a un événement, un moment particulier, un truc professionnel, un truc Oui, de ta vie professionnelle, d'accord. un événement Oui. particulier à partir duquel, en fait, Mhm. il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Dans ma vie pro? Non, dans ta vie en général, mais il y a un événement professionnel particulier qui a complètement changé ta vision d'un aspect de la vie, ou qui a eu un impact concret en fait sur ta vie, même personnelle en général. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Alors, d'un point de vue professionnel, je pense qu'il y a un événement qui m'a marqué D'accord. dans Lequel? mon passé de RH. Où tu n'étais que RH. Où je n'étais que RH et je devais recruter une personne D'accord. qui habitait en province, on va dire. Et Mhm. cette personne-là devait venir travailler en région parisienne. D'accord. Donc, un profil très capé, Mhm. très, très bon dans son domaine, assez rare en plus. Mhm. Et cette personne-là avait une famille. D'accord, oui. Un enfant qui était Mhm. scolarisé, une Mhm. femme qui avait un travail. Et donc, l'idée était qu'il vienne s'installer directement en région parisienne. D'accord. Et donc, lui, il ne voulait pas s'installer sans sa famille. Sans sa famille. Et donc, Bon, ce qui est est normal. compréhensible, c'est normal. Oui. Et donc, nous, toute l'équipe, on Oui. lui avait certifié que le poste Était sûr. était et sûr, tout. qu'il était pris pour le poste et en plus qu'il doublait son salaire. Donc en fait, toutes les étoiles étaient alignées pour pouvoir... Tous les voyants étaient ouverts. C'est ça. En fait, il avait rien pour refuser et tout. C'est ça. C'était parfait. C'était l'opportunité. Voilà. Ils ont Donc, rêvé. ils ont réussi à faire leur déménagement. Il a réussi à rescolariser sa fille. Et sa femme, en attendant, bon, on n'avait pas encore trouvé du travail, mais elle devait trouver. Donc, ils ont déménagé avant d'avoir signé le contrat? Ils ont signé le contrat, c'était un contrat de prestataire. Donc, ils ont signé le contrat vis-à-vis du Il prestataire. était freelance? Non, pas forcément. Il était en CDI, en prestation au sein de la société. Ah, d'accord, au sein de la société. Et il devait... l'entreprise, du coup, avait signé le contrat avec la société, la société avec laquelle il devait faire la prestation, le client final. Oui, d'accord. Et patatras. Une fois qu'il La société a s'installe annulé? en région parisienne, le client final nous dit que finalement, il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de mission. Et moi, en tant que RH, va expliquer ça à la personne en lui disant qu'il n'y a plus de mission et que finalement, non seulement il n'a plus de mission, et il n'a plus de travail. Ah, parce que l'entreprise, du coup, l'ESN là, a rompu le contrat. A rompu parce que là, du coup, il était toujours en période d'essai. Il était toujours en période d'essai, tu connais. Donc, ils ont arrêté la période d'essai. La période d'essai était arrêtée. Il a déménagé. Et donc là, ma position en fait de RH, je me dis mais c'est quoi ce métier en fait? Quel est le sens que je donne à mon métier? J'ai bousillé carrément l'avenir d'une famille. Et voilà, va dire ça à cette personne-là. Donc imagine la soufflante quand c'est tous pris. Et là, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai switché. J'ai fait ma reconversion professionnelle et entamé ma carrière en QSE parce que là au moins c'est en mode projet. Tu vois, tu structures la société en mode projet et il y a un peu moins... disons que l'impact est moins visible, moins flagrant que quand tu te retrouves en face à face avec une personne, quoi. Mais tu n'as pas complètement lâché les RH. Non, pas complètement. Là, maintenant, tu essaies d'allier les deux. Voilà.
Et la dimension est beaucoup plus favorable pour moi. Et j'ai un petit peu une vision un peu 360, un peu globale de la situation et moins comme ça dans l'opérationnel où tu te prends une claque en plein visage et toi-même, tu as toi-même une famille. Donc en fait, tu te dis... Voilà, tu te mets à la place de la personne et... Je me dis, mais comment on peut bousiller comme ça et en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'état d'âme des gens. En fait, c'était comme si c'était pas grave. Hein. C'est un risque, c'est le risque de la vie. Mais non, en fait. T'as chamboulé toute une famille, t'as bousillé le rêve d'une toute une famille, et ça peut pas être comme ça du revers de la main, se dire alors c'est pas grave, ce sont les risques du métier. Et là je me suis dit non, il me faut un petit peu de recul, et puis on va voir ailleurs et voir ce qui se passe quoi. Je peux dire que c'est l'élément vraiment qui m'a marqué parce que ça avait attrait directement avec l'humain, et là ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça t'a ouvert les yeux, ça a levé le voile sur... Exactement. Et donc moi, je dirais ça. Et toi? Pour un événement qui marque, c'est sûr que ça... Ah, c'est pas facile. Hein. Là, j'en rigole, marque vraiment, mais vraiment énormément. Hein. Je peux te dire que je rigolais pas. Hein. Vraiment. Oh, eh ben... Et toi? Qu'est-ce qui t'a le plus, marqué ou en tout cas... a émis un tournant dans ta carrière professionnelle là. Ou même le regard que tu portes sur le Oui, moi, il y a deux choses. Bon, la première chose, ça va paraître un peu cliché. Ouais. Mais moi, la première chose qui a vraiment marqué un tournant dans ma vie, c'est mon diplôme. Oh, monsieur! Mon diplôme d'ingénieur. Non, mais tu sais, c'est normal. Tu sais, quand moi j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire, 17 ans. Ouais. Et après, je suis allé étudier, j'ai fait classe prépa au Maroc. C'était difficile. Après, j'ai eu le double diplôme pour venir en France. Et c'est quand je quittais, la Côte d'Ivoire, là, pour les études supérieures, là. Pour moi, l'objectif, le Graal, c'était vraiment, faut que je sois ingénieur. C'est l'objectif que je m'étais fixé avec mon père. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour faire plaisir aux parents ou vraiment pour toi? Non, c'était pas pour faire plaisir aux parents. La filière, les classes prépa que je partais faire, c'est moi qui avais choisi. Parce que si, j'avais laissé que mon père choisir, j'aurais fait une prépa commerciale. Bien que j'ai fait une série scientifique. Parce qu'il estimait que, justement, en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, là où il y avait le plus de chances de bien s'en sortir professionnellement, c'était tout ce qui était métier tertiaire, comptabilité, audit, mais lui, l'objectif, c'était que j'aille le plus loin. C'est-à-dire que si j'avais choisi de faire la compta, il m'aurait demandé, en tout cas, il m'aurait poussé pour que j'aille jusqu'à l'expertise comptable. Oui, je comprends. Ouais. Tu vois. Et là, même pour l'ingénierie, là, il voulait que j'aille jusqu'au doctorat. Mais bon, après, c'est moi qui ai dit non. Il n'avait pas totalement tort. Parce que si j'avais fait un doctorat dans les filières d'intelligence artificielle, là, en ce moment, peut-être que Meta m'aurait embauché à plusieurs millions de dollars. On ne serait pas là, en fait. Exactement. Ok. Donc voilà, c'était ça l'objectif, en fait. Quand je quittais la Côte d'Ivoire pour les études, c'était... faut que, quand je revienne ingénieur. Ok. Tu vois, ingénieur. Parce que mon père, il n'est pas ingénieur, mais c'est quelque chose il aurait pu. Hein, c'est juste qu'à l'époque, il n'y a pas forcément les moyens. Bien sûr. C'est la vie, les enfants et tout. C'était un peu plus compliqué. Il a même refait une formation. Tu sais, quand j'avais 15 ans, il est venu en France pour faire une formation et tout. Je crois que c'était une équivalence. Mais bon, voilà. Donc, il fallait que je sois ingénieur. C'est ça. Et disons que pour la fierté de la famille, quoi. Pour la fierté de la famille, pour moi-même aussi. Parce que je voulais être ingénieur, tu vois. Et donc, en fait, j'avais ce diplôme-là. Donc, c'était le Graal. C'était, c'était le premier Graal, quoi. Fallait que je l'aie. Tu vois. Typiquement, si j'avais dû, retourner définitivement en Côte d'Ivoire, sans ce diplôme-là, je pense que j'aurais eu honte de moi, en fait. D'accord, ok. Parce que c'était ça le but, c'était ça le projet. C'était l'objectif, c'était ça le projet. Et donc, c'est quand j'ai eu le diplôme, le jour de la remise de diplôme, là, j'ai raconté ça à quelques amis. Moi, en fait, je l'ai vraiment vécu comme une sorte de poids qui...
En fait, j'étais soulagé de moi. Ouais. Enfin, je l'ai, tu vois. Surtout que j'avais déjà trouvé l'employeur. Un CDI, tu vois. Ah oui, mais là, c'est... En fait, dans une multinationale. En fait... La totale, quoi. Franchement, tout se passait. C'était magnifique, quoi, tu vois. Okay. Je finissais mon diplôme, je rentrais dans une grande boîte et tout. Justement, sur un poste pour lequel j'avais été formé, c'était vraiment parfait. C'était parfait, c'était bien. Donc, j'avais ce poids-là et je rentrais directement dans la vie professionnelle. En fait, j'allais découvrir tout. Donc, tout baignait, changement de statut validé. Tout. Bon, après, c'est après qu'on a fait le changement de statut. Oui, mais je veux dire que vraiment... C'est sûr, en fait, j'étais sûr, pour peu que je valide ma période d'essai, en fait, j'étais sûr, j'étais bien lancé. Oh là là. Et franchement... Pour un petit... Enfin, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. Et puis, tu as eu le parcours au Maroc. J'ai eu des pensions occupées de moi qui m'ont suivi. J'ai fait mes classes prépa. Les classes prépa, c'est difficile. Pour ceux qui l'ont fait, ça, c'est difficile. C'est difficile. École d'ingénieur. Voilà, quoi. C'était... Non, et puis tu étais fier, tout simplement. J'étais fier de moi. Bien sûr. Et donc, ce diplôme-là, en fait, disons que pour tous les autres aspects de la vie en général, j'ai pu commencer à m'épanouir dans la vie en général après, en fait, le diplôme. Tu vois. Là, je me suis autorisé, par exemple, disons... on faisait déjà quelques petites soirées étudiantes, tu vois, avec des amis. Non, j'allais pas beaucoup, tu sais, dans les soirées qui étaient organisées, genre à l'école. En fait, je partais pas, tu vois. T'étais focus. Mais on faisait des trucs quand même entre amis, tu vois, genre... on pouvait se faire une petite soirée dans l'appartement d'un ami. On s'est déjà retrouvés à plusieurs. Hein. Mais disons que j'étais là, mais j'étais pas là, quoi, tu vois. Je participais, j'ai eu de très bons amis, on a eu de très belles soirées. C'était fun, c'était bien. Mais moi, j'avais toujours... Voilà, quoi. En fait, si au moment de la soirée, j'avais une autre priorité, un projet sur lequel j'étais en retard, non, je ne serais pas parti. Mais c'est quand j'ai eu le début, j'ai commencé à bosser. Oui, il y a la contrainte du boulot, tout ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, bien quoi. Sûr. Tu vois, je pouvais participer à plus de trucs. En fait, c'est-à-dire que je pouvais juste sortir pour me détendre. Juste, je vais me détendre, en fait, quoi. Oui, la pression a retombé, en fait. J'avais beaucoup moins de pression sur il faut absolument que j'ai ça. Et donc, ça a été un véritable premier tournant pour moi, en fait. Ben, c'est normal. Disons que j'ai commencé à devenir l'homme, à chercher à... Tu sais, j'ai commencé à me poser la question de savoir quel homme je voulais être après avoir eu mon diplôme. Je vois. Tu vois. Avant ça, moi, j'étais juste, Yann, je suis là, j'étudie, il faut que j'ai mon diplôme d'ingénieur avec les honneurs. Exact. Voilà. En plus. C'était ça que je voulais, c'était mon objectif, ma vie. En fait, je ne me projetais pas pour moi beaucoup plus loin. Tu sais, il y a des personnes qui pensent déjà là, est-ce qu'ils veulent fonder une famille? Bien sûr, et tout. Moi, je ne pensais pas tout ça. Non, ce n'était pas mon problème. Ah là là, ok. Tu vois, c'était vraiment pas moi. En plus, j'étais, disons, plus ou moins timide. Donc, déjà, même encore avec les demoiselles, ce n'était pas forcément un truc. Donc, en fait, tout ça, c'était... C'était secondaire, quoi. C'était secondaire, c'était compliqué. En fait, je trouvais ça trop compliqué. En plus, j'avais un objectif principal. Il ne fallait pas que je sois distrait par ça. Donc, en fait, je ne savais pas gérer tout ça en même temps. Oui, bien sûr. Et après mon diplôme, toutes ces questions-là sont venues. Là, c'était... Quel genre d'homme est-ce que je veux être? Oui, je comprends. Tu vois. Donc, ça a été vraiment, pour moi, ça a été vraiment déterminant. Parce que si je ne l'avais pas eu, j'aurais été quelqu'un d'autre complètement différent. Tu aurais peut-être repassé ton examen. Oui. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, mais à l'époque, pour moi, c'était la fin d'un truc et peut-être le début d'autre chose. Mais il fallait que je l'aie, en fait. Tu vois. Ça, c'était vraiment particulier. Ah, génial. Ok. Tu vois. Après, il y a eu autre chose. Dis-moi. C'est lorsque j'ai vécu mon premier PSE. Oui. Le plan social, c'est quoi? C'est plan de sauvegarde de l'emploi, c'est comment ça s'appelle. Mais bon, à l'époque, on disait plan social, social. Et en fait, là, j'ai compris que le travail, en fait, le poste que tu as, en fait, souvent, tu as l'impression qu'il est... que tu l'auras tout le temps et tout. Mais en fait, non, il est éphémère dans la mesure où l'existence même de ce poste-là, ça ne dépend pas de toi. Clairement. Ça dépend de l'entreprise, de sa réalité.
de sa stratégie. Bien sûr. Parce que par rapport à une réorientation de stratégie, on peut décider de supprimer des postes. Moi, mon équipe n'a finalement pas été touchée par ce PSE-là. Oui. Et justement, c'était dans mon premier CDI. Pourquoi ça t'a marqué alors? Non, mais parce que toi, tu n'es pas touché, mais tu vois tout le monde. Oui, je comprends là. Tu vois tes collègues, tu vois les autres des autres équipes. Tu vois ceux qui réagissent bien, tu vois ceux qui réagissent mal. Ouais. Tu te demandes, ceux qui réagissent mal, ils disent pourquoi ils réagissent mal. Tu te dis, ah oui, par exemple, j'avais des collègues qui avaient été dans l'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça, c'est dur. On construit toute leur vie autour. Bien ils ont sûr. acheté leur maison même autour ouais, mais et ça tout. arrive fréquemment, et ça. pour eux, en fait, c'était scandaleux. Bien sûr. Et ça s'entend. Tu vois. Il y en a d'autres pour qui c'était une opportunité. Bien sûr. Eux, ils étaient pressés, ils vont en profiter, aller se reformer ou aller sur d'autres projets parce que lui, il y a des compensations financières et tout pour les PSE. Et donc là, moi, même si finalement, je n'ai pas été impacté, je n'ai pas pris le PSE, tu vois. En plus, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais un peu peur parce que je ne comprenais pas tous les enjeux, en fait. Bien sûr. Tu sais, a posteriori, aujourd'hui, le mois d'aujourd'hui, dans la situation du PSE d'avant, je prends le PSE direct, je cours, tu vois. Non, mais après, il faut qu'on te le propose aussi. Je cours, oui, mais bon, je vais dire le mois d'aujourd'hui, dans la situation d'avant, tu vois, j'aurais pu me porter volontaire. Bien sûr. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, c'était mon premier CDI, j'avais peur et tout, je ne comprenais pas. J'ai passé des heures et des heures à discuter avec des amis qui étaient dans mes trucs. Parce que on prenait les informations, on les recoupait, on essayait de décider ensemble et tout. Finalement, aucun autre nous, je crois, n'a été impacté par ce PSE. On a conservé nos emplois et tout. Mais ça nous a poussé à réfléchir, en fait. En fait, c'est quoi le monde du travail? En fait, c'est quoi notre place dans l'entreprise? On joue quel rôle là? Tu vois? Bien sûr. Et on joue quel rôle pour l'entreprise? L'entreprise joue quel rôle pour nous? À quel point est-ce qu'on est remplaçable? Tu vois? À quel point est-ce que demain, l'entreprise peut décider de supprimer nos postes? Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à une stratégie qui a été décidée en haut lieu et qui ne tient pas forcément compte de nos réalités, disons, spécifiques. Exact. Ce questionnement-là, en fait, ça a vraiment changé ma vision du monde du travail, quoi. Et c'est ce sentiment-là, il est très impactant, surtout chez les personnes qui sont dans ces postes-là depuis 20 ans, 30 ans. Parce que le sentiment d'appartenance, c'est vraiment réel pour ces personnes-là. Ouais. Et tu vois, moi, c'est vraiment difficile, hein. Sentiment d'appartenance. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment questionné l'intérêt, en fait, du sentiment d'appartenance. Est-ce que moi, je veux véritablement être, m'identifier comme employé de telle entreprise, vraiment, sachant que c'est pas moi qui décide. Demain, l'entreprise peut décider qu'on veut plus de toi comme employé, sans forcément que ce soit un licenciement, un truc grave. Changement de stratégie, votre équipe, oust. On va vous compenser, mais oust. Voilà, quoi. Est-ce que moi, je me reconnais vraiment dans ce type de sentiment d'appartenance-là? Mais cette dextérité d'esprit, elle vient par le fait que tu es de la nouvelle génération. Mais les anciens, à l'époque, ils ne pensaient pas comme ça. Hein. Oui, après, je pense que tu sais, moi, c'est cet événement-là qui a fait que toute cette réflexion-là m'est venue. Tu vois, je ne pense pas que, typiquement, si ce n'était pas arrivé, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore salarié de cette entreprise. Donc finalement, c'était bénéfique, hein, parce que tu as évolué depuis. Mais véritablement, en tout cas, ce moment-là, ça a été très déterminant parce que ça a changé ma réflexion du monde du travail. Ta vision du monde du travail, en fait. J'ai commencé à le penser différemment. Ça veut dire qu'à l'époque, à ton premier CDI, tu avais ce sentiment-là d'appartenance alors? En fait, c'est pas que je l'avais. Une chose est sûre, c'est que je me sentais appartenir à l'équipe de projet dans laquelle je travaillais. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu sais, j'ai pas de mauvais sentiments vis-à-vis de cette entreprise, ni de mon équipe. Franchement, l'entreprise était confortable. C'était magnifique. C'était confortable. Mon équipe était incroyable. Ils se sont extrêmement bien occupés de moi. J'ai déjà mentionné, dans d'autres épisodes. En fait, j'étais bien. Si je voulais juste le confort, je reste là, je suis bien. Mais cet événement-là m'a fait me questionner si c'était le moment là de chercher le confort. Est-ce que je voulais le confort là, maintenant? Est-ce que c'était important pour moi d'avoir ce confort-là, Tu vois? Je me sens appartenir à l'équipe, mais c'est pas l'équipe qui décide de si je reste dans l'entreprise, en fait. Tu vois? Donc, tout ça, ça a été des éléments de questionnement qui ont été très déterminants et qui ont changé ma vision du monde du travail. Je suis d'accord avec ça a été très impactant dans
ce que je dis, comment je perçois le monde du travail aujourd'hui, comment je perçois les relations entre les entreprises et les collaborateurs, les salariés. Ça a été vraiment déterminant. Je me dis, à la fin, ça doit être du gagnant-gagnant, quoi. Voilà, ce sont ça on va dire quoi, les 2 points qui ont été, les 2 événements qui ont été. Mais j'avoue que toi, ton point là, ah non, moi, ça le donne de chambouler. Ça m'a vraiment marqué parce que je me suis même questionnée sur la raison d'être de mon poste, de mon emploi finalement. Et ressources humaines, tu gâches la vie des gens. Non, ça a été violent. Et là, ça a été le déclic parce que je me suis dit, non, là, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu avances, il faut que tu changes ton mindset. Parce que sinon, on a tendance à croire que la RH n'est pas forcément impactée par ce qui se passe en entreprise, par les relations qu'elles ont avec les collaborateurs. Mais elles sont obligées des fois de se contenir et voilà, de se mettre une carapace pour justement ne pas être happée par cette violence-là sociale en fait. Et donc, chapeau bas. Surtout qu'il faut se rappeler que la RH est elle-même employée dans l'entreprise et elle est, disons, subordonnée aux ordres de sa direction. Et oui. Donc, c'est pas elle concrètement, enfin, c'est pas toujours elle qui décide ou pas d'annuler un recrutement, de supprimer un poste, de licencier quelqu'un. Tout à fait. Elle est souvent obligée d'exécuter des ordres avec lesquels elle n'est peut-être pas elle-même en accord. Et ça doit être c'est quand même assez difficile. violent, ouais. Mais il était chouette cet épisode, c'est bien ça. T'as donné un peu de ta vie perso? Oui, je me suis un peu trop dévoilé là, il faut que j'arrête, c'est pas... Écoute, c'est bien, hein? C'est important des fois. Mais nous sommes là au terme de notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons parlé d'événements plutôt personnels. On s'est un peu livré à vous aujourd'hui et on a parlé d'événements professionnels qui ont marqué un tournant dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, qui ont changé notre vision un peu des choses. Et nous sommes curieux de savoir si vous aussi vous avez vécu des événements comme ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement professionnel particulier qui a chamboulé quelque chose dans votre personnalité, dans votre vie? Nous sommes curieux d'avoir vos avis, vos retours, vos histoires sur ces éléments-là. Merci de nous avoir écoutés. Comme vous savez, c'est le Canap. Nous sortons un épisode tous les vendredis à 18h30. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes et pour participer avec nous à la construction de ce format dans lequel on parle de vous, on parle de nous, on parle du monde dans lequel nous sommes. On parle du monde dans lequel nous interagissons tous. On parle du monde du travail. Merci, c'était Yann et Agathe. À bientôt. À bientôt.